Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène à Grenoble, une ville au cœur des Alpes françaises, riche en histoire, panorama spectaculaire et culture. Je vous parle aujourd'hui surtout de culture musicale, car on ira connaître Christophe Sacchettini, un des cofondateurs du groupe JAL. C'est un groupe qui a été sur la scène pendant plus de 3 décennies et qu'à la fin de leur carrière, ont décidé de repartir sur d'autres projets musicaux. Et nous parlerons aussi de Mustradem, un collectif de musiciens qui dédient leur temps et leur vie et surtout la passion pour la musique trad. La Bastille que nous voyons aujourd'hui a été construite entre 1823 et 1848 par le général Haxo. À l'époque, Grenoble était une ville stratégique et cette forteresse servait à protéger l'accès à la vallée d'Isère contre d'éventuelles invasions. Son architecture est un bel exemple de fortification de montagne. Avec ses remparts, ses galeries souterraines et ses bastions, elle était conçue pour résister aux attaques et permettre aux soldats de défendre efficacement la ville. Aujourd'hui, la Bastille n'a plus de fonction militaire, mais elle est devenue un site touristique incontournable. On peut y accéder à pied, en randonnée ou grâce au célèbre téléphérique qui est l'un des symboles de la ville. Inauguré en 1934, c'est l'un des premiers téléphériques urbains au monde. Il nous emmène à la Bastille en quelques minutes avec une vue imprenable sur la ville et les montagnes. Grenoble, connue autrefois sous le nom de Cularo, a été fondée par les Romains au 1er siècle avant Jésus-Christ. Elle devient Gracianopolis au IVe siècle en hommage à l'empereur Gratien. Ville stratégique au pied des Alpes, elle s'est développée entre montagnes et rivières, mêlant histoire militaire, religieuse et commerciale. Aujourd'hui, Grenoble est aussi une capitale de la recherche et de l'innovation, notamment dans les domaines des technologies, de l'environnement et des sciences. Elle incarne un équilibre unique entre patrimoine, nature et modernité. Bonjour Christophe, comment vas-tu? Bonjour Romuald, écoute, ça va. On est là chez toi, c'est votre maison, c'est votre scène privée, mais même ouverte, n'est-ce pas? De qu'est-ce qu'on parle en fait? Eh ben parce que c'est un appartement où j'habite avec ma compagne Marie Mazy, qui est aussi ma collègue de travail depuis très longtemps. Et il se trouve qu'on a été amené, il y a pas mal d'années de ça déjà, à jouer ici, à expérimenter des formules musicales nouvelles. Et on s'est dit, on va inviter des voisins. Et ça a bien marché, puis au bout de quelques temps, ça s'est su. Et donc régulièrement, il y a des amis de passage, des musiciens, des collègues qui m'appellent, ils me disent « Dis donc, on ferait bien un petit concert dans ton salon, est-ce que c'est possible ?» Et on se retrouve fréquemment à 20, 25, 30 pour écouter des musiques très, très variées. Ça va de la chanson aux musiques du monde. Hier soir, on avait un concert expérimental de musique entre du violon des Hautes-Alpes et les tablas indiens. Donc voilà, c'est un lieu de passage et un lieu d'expérimentation. Voilà, un lieu de culture en fait. Un lieu de culture. C'est la meilleure résidence pour des artistes. En parlant à point d'artiste, j'ai envie de parler un peu avec toi de JAL. Pendant 3 décennies, JAL était présent sur la scène de la musique folk, de la musique traditionnelle. Qu'est-ce que tu peux me dire? Qu'est-ce que tu peux me raconter de JAL? Comment est né le projet en fait? Alors le projet de JAL, peut-être c'est pour ça qu'il a duré aussi longtemps, c'est qu'il est né complètement par hasard. Il y avait un créneau de bal à prendre dans une association où on jouait beaucoup à l'époque, qui a été un peu notre bac à sable pendant pas mal d'années. Et tout d'un coup, il y avait un créneau qui s'est libéré pour faire des bals. Alors on s'est réunis à quelques-uns, parce qu'il faut dire qu'à l'époque, on avait très très envie de jouer les compositions de notre ami violoniste Daniel Gourdon, qui a énormément composé pour la scène néo-folk, néo-trad en France, et qui était aussi un très grand connaisseur de la musique irlandaise. Et donc on s'est retrouvés à quelques-uns pour jouer autour de ces compositions au départ. Et puis voilà, ça a duré. Au bout de quelques semaines, l'équipe s'est stabilisée. Et puis ça a duré 30 ans. Et en fait, au départ, JAL n'a pas été la première pierre de l'aventure du collectif Mustradem, puisque avant, on a peut-être oublié, il y avait un groupe qui s'appelait Dédale. Et ça, peut-être en Val d'Aoste, en Italie du Nord, il y a plus de gens qui s'en souviennent qu'en France. Mais l'aventure de Mustradem a commencé avec le groupe Dédale, qui a duré 20 ans.
Et au départ de JAL, on était tous très occupés avec nos groupes respectifs. Il y avait Dédale, il y avait Obsession Quintet. Moi, je jouais avec le groupe Tony Nara à Lyon. Donc, on avait tous beaucoup de choses à faire. Et donc, JAL, c'était un peu notre jardin secret. On Bien s'en sûr. est pas du tout occupé pendant 7 ans. Et au bout de 7 ans, comme dans la chanson, ben, au bout de 7 ans, il s'est passé des choses. On s'est dit, voilà, là, il faut qu'on démarre vraiment.
La dernière valse, il y a 2 ans, au Festival Les Tétrades en Vallée d'Aoste. Quel souvenir gardes-tu de cette expérience? L'expérience des tétrades, c'est incroyable parce que on a un compagnonnage avec une grande amitié de très très longue date avec tout le Val d'Aoste en général. Hein. Ce sont des frères, on est à la maison en Val d'Aoste. Et particulièrement, tout particulièrement la famille Boniface, qui a fait redémarrer l'aventure valdôtaine, avec des filiations, avec des ancêtres, des gens qui ont collecté, toute une redécouverte cette culture. On est presque admiratif de ça en Isère. Hein. Le Val d'Aoste est presque un modèle pour nous. Et donc on a un compagnonnage très ancien avec la famille Boniface, avec Liliane, avec Sandro, évidemment avec Vincent et Rémi. Vincent qui est un peu notre petit frère valdotin. Et donc on a très souvent joué à Etétrade avec Dédale, puis avec Djal, avec Frères de Sac Quartet, bien sûr. Et voilà, donc on est très très ému d'avoir presque vécu notre dernier tour de piste. C'était pas tout à fait le dernier, puisqu'on a fait le dernier en Savoie, à côté de Chambéry, Oui. mais c'était l'avant-dernier. L'avant-dernier. Puis à propos de le retenir un frère, si je ne me trompe pas, il y a même une composition, le Chou Prince, non? Tout à fait, une qui est dédié composition de mon à frère ouais, Jean-Loup, qui s'appelle tout à fait. le Petchou Prince, Prince, ouais. qui a été repris par la famille Boniface en avant-première du spectacle Noé Novel. Est-ce que tu penses que l'esprit de Djal est encore bien vivant? Et qu'est-ce qui a laissé aux gens qui ont suivi votre aventure pendant ces 3 décennies? Je pense que c'est pas seulement Djal, c'est l'aventure de Mustradem, c'est l'aventure de ce qu'on a appelé, peut-être un peu de façon un peu prétentieuse, le néotrad. La musique, la nouvelle, on est arrivé dans une espèce de paysage qui était en train de se construire en France, en Europe, et nous on s'est inscrit là-dedans, et peut-être qu'on a eu à un moment donné un rôle assez moteur pour tout ce qui est du fait de mettre de l'improvisation, par exemple. L'improvisation dans les morceaux, de mettre des arrangements, d'écrire beaucoup les arrangements, et de beaucoup travailler sur le mariage de timbres.
le mariage de timbre avec l'accordéon diatonique, la vielle à roue, la flûte à bec, qui est un peu mon instrument à moi, mon instrument Ouais. de prédilection. Des choses qui étaient un peu inédites, et puis beaucoup de compositions. Tu es un cofondateur du collectif Mistradem. Quelles étaient les ambitions à le commencement du projet? Je crois que les ambitions, elles étaient à la fois très grandes et très humaines. C'était juste de faire la musique qu'on avait envie d'entendre. On était jeunes et on voulait. Il y avait quelque chose à faire dans ce paysage des musiques folk françaises qui, dans les années 80, était un peu, c'était un petit peu en perte de vitesse. Et nous, on avait envie d'entendre nos musiques peut-être un peu comme dans les années 70, des groupes comme Malicorne qui avaient autant envie de jouer de la musique traditionnelle française du centre de la France, mais en même temps qui étaient aussi très inspirés des musiques du rock progressif anglais. Ouais. Et nous, on avait envie de faire une musique qui serait inspirée des musiques folk françaises, mais aussi qui aurait peut-être des antennes sur le rock, aussi sur le rock progressif des années 80, Mhm. sur plein de choses. Donc on a fait notre cuisine avec tout ça, et puis il y a eu cette espèce d'identité du collectif Mustradem qui est allé dans le spectacle vivant, dans la création, mais aussi dans la pédagogie, et puis dans la filiation, quoi. Il y a eu toute une génération de jeunes musiciens qui s'est inspiré de ce qu'on faisait, comme nous, de la même façon qu'on s'est inspiré de gens plus âgés que nous, comme Jean Blanchard, Éric Mombel, Gabriel Yacoub, qui nous a Ouais. quittés récemment. Ouais. Ouais. Voilà. De fait, vous avez quand même travaillé un peu sur du collectage et vous en avez fait de la fusion avec du contemporain. Oui, c'est ça. On n'a pas, nous, directement collecté, mais on a un petit peu fait table rase au niveau collectage. Ah, On a vraiment beaucoup, on a composé énormément, et on a travaillé à partir de nos compositions. On a redécouvert plus tard l'aventure du collectage, notamment avec le projet In situ qu'on a monté dans ce quartier, dans notre quartier où on habite, à la Villeneuve, mhm. avec Marie Mazille. Mais ça, c'est venu bien après. Au départ, on était jeunes, on disait non, nous on veut pas collecter, on veut composer tout de suite, et composer, arranger, partir sur les routes et faire de la musique nouvelle. Bien sûr. Maintenant, vous avez donné vie à un nouveau projet qui s'appelle Frères de Sac Quartet. Est-ce que tu peux m'en dire quelque chose de plus sur quelles sont un peu vos influences? Parce que comme on a entendu un peu de musique et il y a un peu de tout. Il y a des sonorités traditionnelles, il y a des sonorités qui nous apportent beaucoup en arrière avec le temps, des sonorités qui nous apportent même beaucoup au nord avec un instrument particulier, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, tu veux parler du nickel arpa. Tout à fait. Alors, il faut savoir que Frères de Sac Quartet, ça vient au départ du duo qu'on avait avec mon frère Jean-Loup et qui a duré presque 20 ans. Puisqu'on a commencé à jouer ensemble tous les deux, d'abord pour accompagner les stages de danse traditionnelle, avec notre amie Geneviève Chuzel, avec qui on travaille toujours aujourd'hui. Et puis à l'époque, à Grenoble, on organisait des nuits du folk, donc on a commencé à jouer ensemble de façon un peu informelle dans ces nuits du Ouais. folk-là. À la fin, hein, quand tous les groupes officiels étaient passés, nous on arrivait à 5 heures du matin, on prenait nos instruments et là on jouait. Et puis un jour on s'est dit on monte le duo. Et on a joué ensemble pendant très longtemps, pendant près de 20 ans. Et puis, à un moment donné, c'était en 2016, on s'est dit, voilà, maintenant, il faut faire quelque chose de nouveau. Et on a fait tout à fait le contraire de ce qu'il aurait fallu faire pour devenir célèbre et gagner de l'argent. On a embauché des musiciens supplémentaires, et il se trouve que c'était nos compagnes. Et donc, j'ai coutume de dire que Frères de Sac Quartet, qui a pris la relève de Frères de Sac Duo, Frères de Sac Quartet est un groupe fraternel, paritaire et conjugal. Fraternel puisque on est deux frères, paritaire puisque c'est un groupe qui respecte la parité Oui, déjà. homme-femme, très important en France Absolument. depuis de plus en plus, et conjugal puisqu'il est constitué de deux couples mariés, c'est-à-dire deux frères et leur mari, puisque Ah, elles s'appellent toutes les deux Marie. ah, Donc voilà, c'est bon. c'est deux frères et leur mari. Ouais. Et donc, qui a donc cet instrument merveilleux, le nickel arpa, qui est joué par donc il y a Marie Mercier, qui est clarinettiste, qui travaille à Genève, et Marie Mazille, qui est clarinettiste et nickel harpiste. Et c'est peut-être cet instrument qui nous amène cette couleur Oui, très tout à fait. particulière
de la musique suédoise, des musiques nordiques, qui nous inspirent depuis pas mal d'années et qui nous permet d'avoir vraiment ce son de cordes frottées, de cordes sympathiques, Ouais, qui nous emmène vers cet univers très modal des bien musiques sûr. traditionnelles suédoises.
Oui, en effet, c'est un instrument qui est très mystérieux et très étrange parce qu'effectivement, il y a la corde frottée, mais il y a même la corde qui est pincée. Ça nous rapporte un peu au violon, un peu à la vielle à rousse. C'est un drôle d'instrument. Mais aussi, les sonorités les plus anciennes, on les a même un peu pour ta façon de jouer de la flûte à bec, qui nous reporte un peu à la vieille Grèce, même aux Romains, quand ils utilisaient la skaulos, un instrument un peu différent, mais qui était joué quand même comme tu le fais toi, en effet. Oui, ça m'arrive de jouer de deux flûtes à la fois, parce que j'aime bien me dédoubler. En studio, ça m'arrive de rajouter des pistes de flûte à bec les unes sur les autres. Et quand on cherchait à travailler un nouveau répertoire à deux avec Jean-Loup, c'est le truc que j'avais trouvé pour épaissir un peu ce son de flûte à bec. Et puis le salir un peu. J'ai toujours eu un peu envie de salir ces flûtes à bec qui sont au départ des instruments très classiques. Bien sûr. Qui sont les miens, dont j'ai jamais vraiment voulu me séparer, mais j'ai toujours voulu salir, saloper un peu ce son de flûte, et pour ça j'emploie pas mal de registres, de modes de jeu un peu bizarres, avec du souffle, avec du son, et donc avec ce jeu de deux flûtes à bec qui m'arrive de faire pour arriver à une espèce d'unisson un peu décalé, Bien sûr. peu comme en chorus, quoi. Donc on pourrait dire qu'effectivement, l'identité du groupe est assez élargie en fait. Oui, oui, oui. Il y a ces choses à la fois très, très anciennes, assez modernes, avec des compositions nouvelles, et puis donc l'espèce de coucou qu'on fait aux cultures nordiques. Et voilà.
Bonsoir Stéphane, comment vas-tu? Je vais très bien. Bonsoir Romuald. Très heureux de te retrouver. Moi aussi, tout pareillement. Ça a été très difficile de te rejoindre en cette période. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es très occupé. Ouais, je suis pas mal occupé. On est en train de finir le nouvel album de Groove Factory. Wow. Ce week-end, j'ai fait un stage en visio, un stage d'harmonisation. Là, je suis en train de tourner des vidéos pédagogiques d'accordéon diatonique. Ouais, je m'ennuie pas. Ah ben, J'ai plein de projets. C'est super. très bien, il faut se tenir actif. Écoute, j'ai eu façon de bavarder avec Christophe. On a bavardé un peu de Jal. Et tu sais que j'ai toujours eu l'amour pour Jal, pour la musique que vous avez fait pendant 3 décennies. C'est une chose incroyable. Comment est née cette aventure? Elle est née un peu par hasard dans un lieu à Grenoble qui est un lieu mythique qui s'appelait l'ADAEP, qui n'existe plus. C'était un lieu qui faisait de la culture populaire, du théâtre, de la musique, qui donnait des cours, et où il y avait un bal toutes les semaines. Toutes les semaines, il y avait un bal folk avec entre 200 et 300 personnes, des étudiants, beaucoup de mixité, des gens de tout niveau, de toute origine. Et c'était vraiment comme un bouillonnement sans arrêt de choses qui se passaient. C'est là que s'est créé le groupe Dédale en 1989. Et en 1993, on a fondé Jal un peu par hasard autour de Daniel Gourdon, le violoniste, qui avait plein de compositions, très belles compositions. Et voilà, on s'est créé autour de lui avec des amis, avec Christophe à la flûte. Il y avait Daniel, il y avait son fils Yann qui jouait de la vielle à roue, qui était très jeune, qui avait 13-14 ans. Il y avait Sylvain Barrault à la flûte traversière, qui maintenant fait une carrière fantastique en Bretagne. Et il y avait Jean Banvart au bouzouki. Et après, nous a rejoint un bassiste, Claude. Donc voilà, on était une bande de potes et on n'avait pas d'ambition particulière à part faire de la musique ensemble, arranger les compositions de Daniel. Et on jouait à peu près toutes les 3 semaines dans ce lieu magique. Donc on est vraiment né sur scène. On n'est pas né en se disant on va faire des tournées internationales, on va faire plein de disques. On est né pour jouer dans cette salle à Grenoble pendant très longtemps.
Je te dirais, j'en ai la chair de poule seulement à y repenser, à l'énergie d'une des dernières valses que vous avez jouées. Je me rappelle à Etetrad il y a 2 ans, après 30 ans de scène. Pourquoi vous avez décidé d'arrêter cette expérience? Et en plus, l'un des derniers concerts de Jal a eu lieu lors du festival Etetrad. Il y a toujours une émotion particulière de venir jouer à Etetrad. Moi, j'y ai joué beaucoup. On a joué beaucoup avec Jal à Etetrad. Et quand on a décidé, il y a 3 ans, d'arrêter, Hmm. on s'est donné un an pour faire encore des dates, pour dire au revoir au public sur scène. On n'avait pas envie de s'arrêter comme ça parce que on avait envie de rencontrer encore le public. Et pour nous, c'était évident qu'on allait essayer de passer une dernière fois à Tétrat parce que c'est vraiment là où on a rencontré vraiment le public ailleurs qu'à Grenoble la première fois. Je pense que la première fois qu'on est passé à Etétrat, c'était en 1996. Donc pour nous, c'était un passage presque obligé. Et Vincent Boniface, quand je l'ai appelé pour lui dire qu'on arrêtait, il m'a dit tout de suite, il faut absolument que vous veniez à Etétrad. On avait prévu que ça soit la dernière à Etétrad. Puis il y a des gens qui ont insisté pour qu'on rejoue encore 1 ou 2 fois derrière. Donc pour nous, c'est le lieu où on voulait jouer pour terminer cette aventure parce que c'est un lieu qui fait partie de l'histoire du groupe, c'est sûr. Je pense que musicalement, on était arrivé au bout d'une histoire. On s'entend toujours très bien. Il y a eu aucun problème, mais 30 ans, c'est long. Ouais, une Et, carrière. et voilà, on était arrivé au bout d'un truc et on voulait absolument terminer sur scène. Pas terminer parce qu'on n'avait plus de date et qu'on avait chacun d'autres projets à droite à gauche. Puis un jour, voilà, Jal serait mort sans annoncer qu'il était mort. Et on voulait pas ça. On voulait absolument que Jal meure sur scène. Et la mort fait partie de la vie, c'est bien. Ouais, mais Faut savoir arrêter des projets. on a quand même porté un peu le deuil, en fait. Bien Mais sûr, mais je bon, le porte aussi. il est toujours possible de vous entendre jouer. Là maintenant, tu es en train d'apporter pas mal d'innovations avec un autre groupe qui s'appelle Groove Factory, n'est-ce pas? Après Zal, tu as lancé ce groupe. C'est un mélange de sonorités acoustiques et électroniques. Comment tu travailles à cette fusion? On travaille à cette fusion déjà parce que c'est une rencontre entre Cyril Brotteau et moi à l'accordéon et Michael Fontanella qui gère les machines. Donc c'est une rencontre humaine déjà et puis une façon de parler très très simple entre nous parce que pour moi la musique électro c'est le lieu actuel où vit l'oralité de la musique. Tu Mhm. vois, la musique, il y a la musique savante, le jazz, le classique, c'est très très bien. Et il y a la musique populaire, plutôt orale, dont font partie les musiques traditionnelles, mais dont fait partie aussi l'électro. L'électro, c'est une musique très orale. Les gens, voilà, font pas des études pour faire de l'électro, ils ont un ordinateur et ils partagent des choses de façon orale, pas de façon technique, ni scientifique, ni musicale, ni théorique. Donc on a une façon de parler ensemble qui est très 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 normale. Voilà, pour moi, c'est la rencontre des musiques populaires anciennes avec les musiques populaires de maintenant. Donc c'est une suite logique. Et pour moi, les musiques traditionnelles ont toujours été comme une éponge qui qui allait puiser dans les influences des musiques de l'instant, quoi. Et les Bien sûr. musiques d'aujourd'hui, bah, c'est les musiques électroniques, donc ça me paraissait tout à fait normal d'aller voir de ce côté-là et de voir comment on pouvait travailler ensemble. Place à la danse avec Stéphane Milray, Michael Fontanella et Cyril Brotteau. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour Groove Factory!
On a mis en place tous les trois une façon de composer de la musique à danser très très particulière et qui nous convient bien. C'est-à-dire qu'on utilise des petits samples très courts, des samples de notre panthéon musical, des gens qu'on aime bien, de la chanson, d'autres musiques traditionnelles. On prend des petits samples très courts qu'on colle et ça nous fait une mélodie. Voilà. Et cette mélodie, on la rejoue par-dessus avec les accordéons et c'est le mélange de ces sons samplés et de l'accordéon qui font l'essence même de Groove Factory. Voilà. Puis il faut dire que quand même en France, l'intégration des sons électroniques dans la musique est déjà largement acceptée dans les genres comme, par la pointe comme l'électro, le hip-hop ou la pop. Est-ce que tu penses que la musique traditionnelle a encore du chemin à faire dans cette direction ou elle est déjà bien prête à embrasser pleinement cette évolution? Oh, je pense qu'il y a toujours des choses à faire, hein. Mais c'est vrai que de plus en plus, alors en France en tout cas, il y a des groupes qui mêlent les musiques traditionnelles, la musique de danse et les musiques électroniques, que ce soit comme tu l'as dit, le hip-hop, Oui. la funk, etc. Enfin, il y a plein de choses, plein d'expériences. On le voit bien dans un festival comme se passait à Saint-Chartier avant, où là il y a une scène qui est vraiment dédiée à ces groupes qui font des croisements entre les musiques vraiment d'aujourd'hui et la musique traditionnelle. Donc il y a plein d'expériences de croisement entre ces deux univers et je pense qu'il y a encore vraiment beaucoup de choses à faire. Une petite provocation en fait. Certains puristes pourraient voir l'ajout d'un son synthétique comme une rupture avec la tradition. Comment vous répondez à cette critique? C'est un discours qu'on entend depuis très longtemps, mais c'était le même discours au moment où l'accordéon est arrivé dans les années 30 dans la musique auvergnate. Dans les années 30, 1930, dans la musique auvergnate, il y avait Oui. des violons et des cabarettes qui avaient un tempérament pas égal, puisqu'ils peuvent voilà, faire des notes un tout petit peu fausses. Et quand l'accordéon est arrivé, c'est un instrument tempéré comme le piano, et ça a tempéré la musique. Donc la musique non tempérée du Massif central a disparu avec l'arrivée de l'accordéon. Donc je pense que les musiques traditionnelles ont toujours à la fois ingurgité des apports actuels, et que ces apports actuels ont, de par le fait, chassé des traditions qui existaient. Et je pense que c'est pas de maintenant que l'ajout de nouvelles sonorités font évoluer les musiques traditionnelles dans un sens, mais ça n'empêche pas les musiques traditionnelles de continuer à évoluer dans un autre sens.